La question du rapport entre l'État et les communautés religieuses au Sénégal est une relation un peu complexe pour la simple raison que les communautés religieuses, de par l'organisation qui existe un peu particulière qu'on trouve au Sénégal, mais qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup d'autres pays, où il y a une forte présence soufie, mais qui ne sont pas organisés de la même manière que c'est organisé au Sénégal à travers les 4 blocs que sont les califes généraux de la Tijaniya, Qadriya, Mouridiya et aussi de l'Ayeniya, fait qu'il y a une particularité sénégalaise et que ces leaders religieux ont un pouvoir, une autorité sur des populations. Et parfois même, cette autorité peut être beaucoup plus importante que l'autorité que les politiques peuvent avoir sur les citoyens. Mais la difficulté, c'est que c'est une relation qui n'est pas normée, qui n'est pas institutionnalisée. Quand il y a des difficultés, on sait qu'on peut compter sur les leaders religieux, d'une part pour calmer les jeunes, pour parler aux politiques, mais aussi parfois pour régler des questions quand les syndicalistes se mobilisaient. Par exemple, à l'époque, le calife Abdou Aziz Al-Amin était beaucoup trop impliqué quand il y avait des difficultés entre des syndicats de l'éducation nationale, par exemple, et l'État. Ce qui fait qu'ils ont ce rôle de médiateur, mais qui n'est écrit nulle part et qui n'est institutionnalisé nulle part. Mais ça a toujours été le cas depuis de très longues génération. À l'époque, on parlait du marabout et du prince. Chacun savait ce qu'était la place de l'autre, même si parfois il y avait des interférences. Mais ce n'est pas rationalisé, ce n'est pas institutionnalisé. Parfois, c'est flou. Les frontières ne sont pas très claires. Parfois, on peut passer d'un camp à l'autre. Aujourd'hui, on a vu des députés qui sont eux-mêmes des leaders religieux, ou bien quand ça peut on peut avoir des difficultés, quand on va voir émerger de nouveaux acteurs politiques qui ne se réclament pas forcément des familles religieuses ou bien des confréries que nous connaissons. Et ce qui fait que parfois ça peut être source de stigmatisation et tout ça. Ce qui fait que je pense que c'est une relation amicale, tacite, mais qui n'est écrite nulle part, mais qui fait que le Sénégal est ce qu'il est aujourd'hui. Quand le pays risque de brûler, on sait qu'il y a des médiateurs, des gens sur qui on peut compter, des gens qui peuvent parler aux politiques. Est-ce que les politiques écoutent ou n'écoutent pas? Ça, c'est une autre histoire. Quand il faut parler aux Sénégalais, on sait qu'il y a des gens qui peuvent parler, même si leur parole aujourd'hui est de plus en plus remise en cause par une nouvelle génération de jeunes qui a d'autres aspirations et qui pensent que les familles religieuses sont un peu dépassées par ce qui se passe. En tout cas, je pense qu'il faudra aller vers une institutionnalisation des rapports entre le pouvoir public et les autorités religieuses pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde que voilà la mission assignée au pouvoir, aux autorités religieuses dans le cadre de ce républicain qui nous appartient à tous. Je pense qu'il faudra qu'on parte du principe que nous sommes dans une république laïque et que cette laïcité de l'État ne doit jamais être remise en cause parce que le pays nous appartient à tous et il n'y a aucune raison à revenir sur ce fait. Une fois qu'on a dit que la République est laïque, cela veut dire que la République, en tout cas l'État, ne peut pas s'immiscer dans l'organisation des communautés religieuses. Cela m'amène à dire qu'il faudra que l'État mette en place les conditions nécessaires d'un dialogue intracommunautaire qui pourrait faire émerger une sorte de haut conseil religieux ou bien haut conseil du culte, on peut l'appeler comme on veut. Il ne faut pas parler de haut conseil islamique. J'ai beaucoup d'amis qui parlent de ça. Moi, je parle d'un haut conseil religieux ou bien haut conseil du culte parce qu'il y a d'autres personnes qui ne se réclament pas de religion mais qui disent que nous avons des cultes des ancêtres et tout ce que vous voulez et qui font partie du pays et qui ont des choses à dire. Ce haut conseil du culte pourrait jouer un rôle de médiation, mais aussi d'orientation pour les autorités, mais aussi pour les populations.
En Iran, ils ont cet exemple à travers Vilayat al-Faqih qui fait que même si le pouvoir ne dépend pas de cette autorité religieuse a des choses très importantes à dire sur la marche du pays. Une fois qu'on a ce haut conseil religieux, cela fera qu'on ne va pas seulement attendre qu'il y ait des problèmes pour appeler les religieux. En amont, ils peuvent agir en matière de prévention, ils peuvent agir aussi en matière d'éducation, sur les questions, ils peuvent réfléchir sur les réponses religieuses aux enjeux et aux défis du temps, les questions écologiques, les problèmes, les crises humanitaires et tout ce qui existe dans la sous-région, la porosité des frontières, les circulations et tout ça. Ils peuvent réfléchir sur ça. Et c'est là, par contre, c'est là où il pourrait y avoir une sorte de dialogue entre l'État et ce haut conseil. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Conseil économique, social et environnemental, par exemple. Nous avons le Haut Conseil du dialogue social. Ce Haut Conseil pourrait avoir des places dans ces conseils, dans ces conseils étatiques maintenant, et qui font partie de la République pour participer aux réflexions. Mon problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on dise aux religieux, vous restez à côté, vous restez chez vous, dans vos mosquées, dans vos églises. Par contre, quand il y a un problème, on vous appelle. Non, il ne faut pas que le pays devienne un État religieux, il faut que ça reste un État laïque. Par contre, que les religieux qui s'organisent eux-mêmes puissent mettre en place un cadre avec lequel l'État pourrait parler. Une question très simple, par exemple, vous savez que les fêtes religieuses sont chômées aujourd'hui au Sénégal. Il y a un cas concret. Quand est-ce qu'on fête le Ramadan, par exemple, le début du Ramadan ou bien la fête du Ramadan? Chaque année, il y a un gros souci. Il y a des gens qui prient aujourd'hui, les autres qui prient demain. Et l'État ne peut pas déclarer 2 jours chômés parce qu'il y a beaucoup de considérations économiques qui entrent en jeu. Parce que les jours chômés aussi, les forces de défense et de sécurité qui doivent aller dans leur famille pour partager des moments, pour célébrer des fêtes et tout ça. L'État prend en compte tout cela. Mais ce n'est pas à l'État de décréter quel jour on jeûne, quel jour on ne jeûne pas. Mais une sorte de haut conseil pourrait régler ça. Pour moi, il y a 2 problèmes qu'il faut absolument résoudre et qui sont liés. Le premier, c'est la rupture de confiance qu'il y a entre les populations elles-mêmes, entre les populations et les autorités politiques, et maintenant aujourd'hui, ce qui est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, entre les populations et les autorités religieuses et coutumières qu'on commence à voir et qu'on ne voyait pas avant. Il faudrait vraiment travailler pour rétablir cette confiance entre les populations pour que les gens puissent travailler ensemble, puissent se développer ensemble, puissent construire ce pays ensemble. Bon, dans un monde idéal, on n'en aurait pas besoin, mais moi je pense que les gens aussi ne sont pas très heureux. Il y a une angoisse, il y a une détresse qui fait que maintenant on ne se brûle plus. À l'époque, il y a des gens qui se brûlaient devant le palais. Mais il suffit de voir que seulement avant-hier, on pleure encore nos morts à Saint-Louis. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui prennent les pirogues pour partir. Nous sommes à l'université, la fermeture de l'UCAD a causé une détresse insupportable chez les étudiants. Il faudra retravailler pour que les gens se sentent bien dans ce pays, pour que les gens soient heureux dans ce pays. Sinon, ils ne peuvent pas travailler pour ce pays. Ils ne vont pas travailler pour développer ce pays. On ne va pas aller vers la création d'un ministère du bonheur, je n'en sais rien du tout, mais il faudra vraiment réfléchir sur comment faire en sorte que les gens se sentent bien ici. Parce que c'est sur ça que dépendent toutes les questions de socialisation et de sociabilité qui vont décoller après. L'autre question, pour moi, c'est la redistribution des richesses. C'est une grosse problématique sur laquelle il faudra réfléchir. C'est Émile Durkheim qui disait que tant qu'il y a des pauvres de naissance et des riches de naissance, on n'aura jamais une juste redistribution du contrat social.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la richesse qui est gardée quelque part par quelques personnes. Il y a d'autres qui sont pauvres, leurs parents étaient pauvres, leurs arrière-grands-parents étaient pauvres. Il faudra travailler à la réduction de cette pauvreté, mais aussi à la diminution de l'écart entre les riches et les pauvres. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est né hier ou bien un fonctionnaire qui se retrouve milliardaire, alors qu'aujourd'hui nous avons des enseignants, nous avons qui n'arrivent pas à tenir un mois avec leur salaire. Nous avons des gens qui voudraient se soigner et qui ne peuvent pas se soigner. La redistribution des richesses, c'est une vraie question sur laquelle il faudra travailler. Il faudra vraiment une politique sociale. On n'a pas assez de ressources pour faire ce qui existe ailleurs, comme les RSA et tout ça. Mais je pense qu'il faudra aller vers ça. Qu'il y ait un revenu minimum auquel toutes les populations auraient droit. Et je pense que ça c'est possible, mais ça passera par une redistribution des richesses plus équitable. Alors, sur la question de la gouvernance, aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes parce qu'il y a une personne qui a tous les pouvoirs, qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Ce n'est pas le président qui est en cause, mais c'est la fonction et les pouvoirs qui lui sont donnés, qui fait que les paysans ne peuvent compter que sur eux-mêmes parfois. Les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes parfois. Ceux qui sont autour du président peuvent s'accaparer leurs biens, les biens de l'État, parfois sans qu'il y ait de poursuite, et que c'est ce président, quelle que soit d'ailleurs la personne, qui choisit en tout cas qui choisit celui qui va répondre à la justice et celui qui ne répondra pas à la justice. On voit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont avec un gouvernement, ils peuvent voler des milliards, ils peuvent devenir milliardaires du jour au lendemain, rien du tout. Et un opposant qui vole qui vole un kilo de riz quelque part, qui va mourir en prison, ou bien quelqu'un qui reste des mois en prison parce que pour un statut sur WhatsApp ou bien pour un post de Facebook. Je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler. En 1978, Cheikh Anta Diop écrivait ceci, qui est un extrait du livre de Khadim Ndiaye, Cheikh Anta Diop par lui-même. Cheikh Anta l'avait écrit en 1978 dans la revue Afrique-Asie. Il disait la chose suivante. Il parlait du RND, le parti qu'il avait mis en place. Le RND a l'intention de remettre en cause le concept de l'État. L'État que l'on se dépêche de nous mettre en place n'a rien à voir avec les intérêts de la grande majorité du peuple. Ainsi, la constitution actuelle devait être non pas révisée, mais rejetée, et remplacée par une constitution plus démocratique, où les pouvoirs seraient mieux équilibrés, où l'Assemblée nationale jouerait un rôle plus actif. Le pouvoir exécutif en particulier devrait être entièrement restructuré et moins exorbitant. L'État sera l'émanation de la volonté populaire, et de ce fait, les assemblées locales auraient des pouvoirs réels et non pas symboliques. Ce type d'État doit émerger dans la conscience populaire et sa réalisation devenir une exigence impérieuse à la suite de l'action du RND au sein des masses. Telle semble la voie infaillible devant conduire à l'actualisation d'une pareille nécessité. Il avait donné les pistes pour qu'il y ait pour une bonne gouvernance en matière d'organisation même de l'État, de la redistribution des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Mais il y a quelque chose, je pense, aussi qui est très important, et c'est notre aîné, le professeur Fatou Sarr, qui le disait souvent. Elle disait que on ne doit pas confier ce pays à une personne qui n'a pas de spiritualité. Je ne parle pas de quelqu'un religieux, mais quelqu'un qui n'a pas de spiritualité. Quelqu'un qui ne se pose pas la question avant de dormir en se disant « Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas bien fait ?» Pourquoi je dis cela? Parce qu'une personne qui n'a pas de spiritualité peut-être ne se posera pas les mêmes questions qu'une personne spirituelle. Une personne spirituelle n'osera pas voler l'argent du peuple, ne martyrisera pas son peuple, n'emprisonnera pas des journalistes, d'accord? Ne
n'influencera pas les décisions de justice pour favoriser telle personne ou bien pour éliminer telle personne. Là, je vais refaire le lien avec la religion. Lorsque dans le Coran on dit que Dieu a créé Adam et Ève, il leur dit vous restez au paradis, là-bas vous n'aurez ni faim, ni soif, ni crainte. D'accord? Il faudra travailler sur ça, que les gens n'aient pas faim, n'aient pas soif, n'aient pas crainte. Cette crainte va englober les questions de sécurité, parce qu'il y a un gros souci de sécurité dans ce pays. Nous voyons des choses que nous ne voyions pas il y a quelques années, des agressions en pleine journée. Et pour revenir sur le commun bien, le désir de vivre ensemble, il y a l'individualisme qui commence à pénétrer notre pays. Il y a quelque temps, un agresseur, quand quelqu'un agressait, tout le monde sautait pour aider l'agressé, ou bien pour stopper l'agresseur. Aujourd'hui, on agresse en pleine journée et les gens vont à leur occupation, ils ne font rien du tout. Du coup, cette crainte-là, il y a cette question de sécurité sur laquelle il faudra absolument travailler. Soi-disant, il faudra revoir la relation entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Je pense qu'il faudra aller vers ce qui existe dans d'autres pays comme aux États-Unis, cette police de proximité qui fait que ce sont des gens qui ne sont pas armés, qui font partie de la police, mais qui sont auprès des populations pour voir quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés, et ce que la police ou bien les forces de défense et de sécurité pour faire. En plus de la sécurité, il y a, quand je dis sécurité, c'est la sécurité alimentaire, c'est tout ce qui, la sécurité humaine. Aujourd'hui, on parle de sécurité humaine même. Il y a la santé. Il faudra vraiment travailler sur ça. Il suffit de faire le tour des hôpitaux pour voir que les gens ne peuvent pas se soigner. Certains qui vont se débrouiller pour se soigner n'ont pas de quoi acheter leurs médicaments. Je ne sais pas ce qu'il sera fait aussi pour que tout ce dont un malade a besoin puisse être accessible, même à celui qui n'a rien. Je pense que ce n'est pas normal qu'on arrive aux urgences, par exemple, qu'on te dit qu'il faut payer d'abord avant d'être soigné. Je pense qu'il faudra vraiment réfléchir sur la politique sanitaire au Sénégal. L'enseignement aussi, il faudra revoir. Parce que aujourd'hui, j'avais vu un article, je pense que c'était dans Le Monde, qui disait au Sénégal, on formait beaucoup de sociologues et de philosophes, mais peu de mécaniciens et de menuisiers. Aujourd'hui, tout le monde fait les mêmes choses jusqu'au bac. Après le bac, on va à l'université, le système LMD, puis on se retrouve sans rien faire. Je pense qu'à partir de la classe de 3e, on peut savoir qui est fait pour l'enseignement traditionnel et qui est fait pour la formation professionnelle et mettre en place des mécanismes qui font qu'après la formation, on peut tout de suite entrer dans le marché d'emploi, soit parce qu'il y a des entreprises, il y a une industrialisation qui faut qu'il y ait assez d'entreprises, ou bien on a les capacités et l'accompagnement maintenant financier nécessaire pour créer nos propres entreprises. Mais tout le monde n'est pas obligé de venir à l'université. De toute façon, il n'y a pas assez d'universités, il n'y a pas assez de places dans ces universités. À l'UQAD, il y a 100 000 étudiants, c'est trop. Il faudra vraiment réfléchir sur ça. En plus de ça, sur la question de l'action sociale, alors oui, j'allais oublier ça. Vous savez qu'au Sénégal, nous avons le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce qui fait que la politique sociale de l'État est limitée. Parce que c'est un seul ministère. Pour moi, il ne devrait pas y avoir un ministère de l'action sociale. Ça devait être un comité interministériel. Parce que l'action sociale passe dans tous les ministères. Tous les ministères. L'action sociale dans l'enseignement supérieur, l'action sociale dans l'éducation nationale, l'action sociale dans le ministère de la fonction publique, bien évidemment dans la santé, le ministère du budget, de la finance, même affaires étrangères, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de populations, beaucoup de gens qui habitent qui sont à l'extérieur, mais qui font partie du pays et qui ont besoin de ce pays. Je pense que si on travaille sur les questions de sécurité, les questions d'éducation, d'enseignement, et une bonne politique sanitaire, au moins, on aura réglé quelque chose. Et surtout, j'insiste, que tous les Sénégalais
tout Sénégalais, ou bien toute personne même qui vit au Sénégal, pour ne pas dire tout Sénégalais, parce que toute personne qui vit au Sénégal, quelle que soit sa nationalité, doit pouvoir se soigner, ne doit pas mourir de faim, ne doit pas dormir dehors.